Bon, le café est prêt pour un autre regard sur le monde avec les chroniques de l'Empire d'André Archambault, auteur et commentateur politique qui vit en Amérique du Nord. Je suis Gilbert Dawed d'Avatar Édition et notre émission d'aujourd'hui s'intitule États-Unis, autopsie d'un coup d'État. Comme d'habitude, avant de commencer, un rappel du triptyque de YouTube et d'Odyssée et d'X. N'oubliez pas de cliquer sur s'abonner, la cloche des notifications et sur le pouce vers le haut. N'oubliez pas aussi d'intervenir en postant vos commentaires et bien entendu d'acheter nos livres et de faire des dons mensuels ou ponctuels. Café et c'est parti. Alors en seulement 10 jours, on a eu droit à un attentat contre Trump et un coup d'État contre Biden. Que se passe-t-il, André? Peux-tu nous donner les faits? Ben, on va essayer. C'est des faits qui ressemblent d'ailleurs à un film d'espionnage ou de politique fiction, mais la fiction maintenant rattrape la réalité. Bon, disons que pour simplifier le plus rapidement, j'emprunterai d'ailleurs à ce qu'avait dit Tucker Carlson récemment sur sa chaîne. L'État profond n'avait pas pu ou n'avait pas su administrativement se débarrasser de Trump avec toute cette campagne donc qui avait été orchestrée depuis maintenant plus d'un an avec les procès et tout le reste. Bon, il ne restait plus que la liquidation de Trump physique. Il y a eu un attentat qui s'est passé d'ailleurs de façon étonnamment facile. Il y a encore beaucoup de questions qui restent ouvertes, mais on va pas rentrer dans ce débat aujourd'hui, parce que je pense qu'on saura jamais vraiment la vérité sur la façon dont cet attentat a été organisé. Le fait est qu'il y a eu un attentat et que cet attentat n'a pas marché, a échoué, et que donc il fallait redistribuer les cartes stratégiques de l'État profond américain qui téléguide aussi bien les démocrates que les républicains, et donc il fallait sortir Biden. Il y a certains commentateurs américains qui disent que l'attentat a réussi et que c'est le miracle qui a sauvé Trump. Parce que le tireur avait bien tiré. Oui, effectivement, Trump a vraiment eu la mauvaise grâce et la mauvaise éducation de ne pas mourir dans cet Exact, attentat. exact. Alors donc effectivement, il ressort comme un saint, et c'est vrai qu'il fallait sortir Biden parce qu'il pourrait pas faire le poids face à un saint qui a échappé à un attentat. Alors pourquoi? Alors pourquoi? Bah tu sais, le Parti démocrate en réalité c'est beaucoup moins modernisé que le Parti républicain depuis quelques années, ça ne s'est pas vu, mais fondamentalement c'est resté le parti du grand capital, comme diraient les communistes d'il y a 25 ou 30 ans. C'est le parti des médias et de la propagande, et c'est une considérable machine électorale, largement supérieure à celle du Parti républicain, traditionnellement. Donc, l'idée, c'était probablement de se dire, si Biden reste, il va se faire lessiver même avec, ou alors il faudrait qu'il y ait un trucage électoral considérable pour pouvoir gagner, et ça ne serait pas crédible. Donc il faut une tête nouvelle pour que la machine électorale du Parti démocrate puisse réussir à éliminer Trump et que ça soit accepté dans l'opinion publique comme quelque chose de légitime. Donc ça, c'est une motivation qui probablement était derrière. Et la tête nouvelle, bon ben, on nous en présente une maintenant, mais on va voir la suite. Si Trump était mort, qu'est-ce qui se serait passé? Ben, là, c'est intéressant de regarder le calendrier, effectivement, parce que il est mort à quelques jours de la Convention républicaine. Il serait mort. C'est quand même. Et ce qu'il faut savoir, c'est que depuis plusieurs mois, les néoconservateurs, enfin ceux qui représentent l'establishment unique du pays, avaient vraiment essayé de noyauter au maximum Trump, comme il l'avait d'ailleurs fait dans son premier mandat, mais là, pour gagner, ils voulaient le contrôler dans la campagne au cas où il gagnerait. Et donc, ils étaient tous là, ils circulaient, à se présenter tous comme plus Trumpistes que les Trumpistes. Bon, il est certain que si Trump était mort, il y aurait eu une déprime morale considérable, il y aurait eu le clan, probablement de Donald Trump Jr., qui aurait pleuré en scène, qui aurait demandé justice, etc. Mais il y aurait eu aussi certains républicains de l'État profond qui se présentent comme souvent comme des Trumpistes ou des populistes qui seraient venus au secours du Trumpisme et convaincre l'électorat que, faute de mauvaise fortune, ben, on va en prendre une bonne, et c'est celle des néoconservateurs populistes. Ça aurait été une nouvelle voie qui aurait pu se dégager de cette façon-là. Donc, je dirais que ça aurait arrangé bien des affaires, notamment de la part des néoconservateurs. Et quand on voit la tête qu'il faisait lors de la convention républicaine, après que Trump ait organisé son équipe, on voit bien qu'ils sont absolument furieux.
Après l'échec de l'attentat, le plan B. Alors, c'est quoi l'enjeu de cette élection, André? Alors, l'enjeu est quand même considérable parce qu'on en a déjà eu un avant-goût. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Trump gagne, c'est en réalité 12 ans de Trumpisme possible dans la mesure où derrière Trump, il y a J.D. Vance qui lui peut faire 2 mandats. Ça fait 8 et 4, 12. Ça fait donc 12 ans de nomination de juges à la Cour suprême qui peuvent annihiler tout ce qui avait été fait par les organisations caritatives de Soros et compagnie. C'est 12 ans de nomination de juges, petits juges, des petits juges locaux. C'est 12 ans de nouveaux démocrates, de nouveaux républicains devenus gouverneurs des États, c'est-à-dire que c'est 12 ans de possibilité de réorganiser la Constitution de la façon la plus légale possible, en partant des États pour remonter vers le haut, puisque comme tu sais, il y a un grand projet chez les républicains, qui est la Convention des États, justement, qui consisterait pour les États de se réunir à condition que 2 tiers soient rassemblés pour déterminer quels sont les freins qu'on va apporter au pouvoir fédéral en matière économique, financière, sociétale, blablabla, blablabla. Donc c'est fondamentalement un enjeu majeur pour tous les déconstructeurs qui ont été mis en, qui ont agi depuis maintenant pratiquement 30 ans aux États-Unis. Et donc c'est quelque chose qui ne peut absolument pas Non, passer. chez les démocrates, il y a la carte Kamala Harris. Bah, la carte Kamala Harris, on pense peut-être au moment où on parle aujourd'hui qu'elle est définitive maintenant, faute de mieux. Elle représente quand même certains avantages parce que le problème de Kamala Harris, c'est de travailler dur avec sur le terrain pour se faire élire. Elle n'a pas réussi aux primaires, elle n'a pas accumulé aux primaires démocrates un seul délégué. Et là, aujourd'hui, elle a suffisamment de délégués pour se faire élire candidate sans avoir jamais gagné un seul délégué C'est un par coup ses propres d'État. moyens. C'est un Donc, coup d'État. c'est un switch extraordinaire. Le Parti démocrate est un parti très peu démocratique, il faut bien le savoir, puisque déjà à l'époque d'Hillary Clinton, ça avait d'ailleurs été le scandale de Assange, qui avait révélé comment Sanders s'était fait avoir une première fois. Avec Biden, Sanders s'est fait avoir une deuxième fois parce qu'au Parti démocrate, il y a 15% des délégués qui dépendent du parti lui-même et qui font basculer l'élection des primaires dans un sens ou dans l'autre avant une nomination. Donc, ça n'existe pas chez les républicains, ce genre de choses. Et là, aujourd'hui, c'est devenu maintenant un parti qui peut refaire une élection de A jusqu'à Z, complètement. C'est un parti de couronnement. C'est un parti monarchiste. C'est plus un parti démocratique du tout. Donc, c'est assez amusant. Alors, Kamala, elle a des forces et des faiblesses, mais elle a quand même des forces parce que elle est extrêmement méchante. Elle est très perfide et avec un Trump en face, s'il est dans un mauvais jour, elle peut rentrer dans sa tête, l'aiguillonner, le piquer et le faire descendre dans le caniveau. Et ça, à ce moment-là, c'est pas bon pour lui, surtout quand on a échappé miraculeusement d'un attentat, grâce à la divine providence. On perd sa divinité si on fait comme ça, quand on est Trump. Donc elle va jouer cette carte maximum. C'est d'ailleurs la thèse de O'Reilly, le journaliste, qui dit, elle va essentiellement chercher à le piquer, le piquer, le piquer pour le faire réagir parce que Trump n'est pas sûr de lui, au fond de lui-même. Trump est un irritatif forcené et Trump a également un problème lorsqu'il est critiqué par une femme. Il sait pas comment gérer ça. Mais surtout qu'elle va utiliser la carte prédateur, sexe et bien Oui, entendu escroc. ça, je pense pas que ça va beaucoup marcher, mais elle va quand même l'énerver beaucoup et elle va surtout tenter de le faire descendre dans la fange. Et on en parlera peut-être tout à l'heure à la fin, mais c'est ça un petit peu la carte Kamala Harris. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'elle est immortelle sur le plan politique et qu'elle va réussir complètement, parce que d'un autre côté, Kamala Harris n'est pas capable de parler en improvisant. Elle lit les téléprompteurs comme Biden. Quand elle est au Congrès dans les commissions d'enquête pour, j'allais dire, aiguillonner quelqu'un, elle a ses documents, elle lit ses questions et puis elle est en position d'autorité. Dans un débat, elle avait lancé quelques piques à Biden aux primaires qui avaient marché, mais elle s'était fait elle-même démolir par Tulsi Gabbard, qui l'avait complètement paralysée. Donc elle a des faiblesses. Alors, c'est important. Donc, il y a d'autres cartes pour la battre. Je ne sais pas aux États-Unis, André, mais en médias en France, qui, il y a ce 72 heures, ne se connaissait même pas le nom de Kamala Harris, c'est devenu la Sainte Kamala. Ils sont en train de la glorifier partout et ils sont en train de la pousser partout. Et il est évident que les médias et l'establishment veulent Kamala Harris.
Bah, ils veulent, oui, enfin, je dirais même pas ça. Je dirais qu'ils ne veulent pas Trump et ils ne veulent pas le Trumpisme parce que fondamentalement, aujourd'hui, cette élection, c'est, comme on l'a dit, il y a 12 ans devant soi de réformes possibles, avec beaucoup de gens capables de les mettre en place, pas seulement Trump lui-même. Et donc, ils ne veulent pas que le Trumpisme s'installe. Et ça, un manche à balai ferait l'affaire si c'est nécessaire. C'est pas la question. Voilà. Et chez les Républicains, la carte J.D. Vance, Alors, J.T. Vance, c'est une carte intéressante parce que, disons-le tout de suite, les femmes l'apprécient, l'électorat féminin. qui est important aux États-Unis. Ce qui est très important, notamment vis-à-vis de Trump, parce que Trump, il est très apprécié des femmes prolétaires, des femmes qui travaillent, des femmes qui ont besoin de faire les fins de mois pour leur famille, mais la bourgeoise universitaire, elle est Trump. Et elle va adorer Kamala Harris. Mais Vance, de notre côté, il représente à la fois le populisme et l'establishment. Il a été avocat, il a été venture capitaliste, il a écrit un livre qui s'est transformé en film et un vrai film d'Hollywood, pas un petit film de propagande. Donc c'est toute une histoire, c'est tout quelque chose d'assez émouvant et il présente bien, puis il a une femme qui elle-même est très représentative des classes montantes féminines parce que c'est une avocate d'affaires qui a travaillé pour toutes les GAFAM, qui elle-même d'ailleurs est d'origine indienne, donc elle a un Indienne de certain l'Inde. nombre de cases à cocher, et donc c'est donc pas un raciste, c'est donc pas un antiféministe, puisque justement il a beaucoup bénéficié de l'appui de sa femme pour faire sa carrière lui aussi, et donc c'est quelque chose de très différent. Donc ça c'est un des atouts de Vance. Le deuxième atout de Vance, je pense, c'est les électeurs indépendants de culture universitaire. C'est-à-dire que tu mets Trump, il va pas être capable d'expliquer sa stratégie si ce n'est que par fulgurance. Et ça, quand tu parles à une foule, tu parles à l'inconscient de la foule. Quand tu parles à des individus ou en comité autour d'une table de réunion ou d'une salle de réunion, il faut que tu parles au rationnel. Et Vance est bien meilleur que Trump pour parler du Trumpisme de façon bourgeoise ou de Et façon académique ou de façon, j'allais dire, technocratique. Vance, c'était quand même anti-Trump il y a une dizaine d'années. Alors, tu mets le doigt aussi sur quelque chose, c'est que il peut servir aussi, choisi au bon moment, d'argumentaire pour convaincre les Never Trumpers en disant oui, et il a d'ailleurs commencé à le dire en disant moi oui, c'est vrai, je considérais cet homme vulgaire, cet homme dangereux, mais finalement j'étais tombé dans le panneau des médias. Donc, il va peut-être utiliser ce genre d'argument en disant faites comme moi, on verra ce que ça va donner. Donc c'est intéressant parce que Kamala Harris d'un côté, c'est du Hillary Clinton en plus dangereux quand même. Parce qu'Hillary Clinton, Trump arrivait à la cornaquer comme il voulait malgré tout, parce qu'elle avait tellement de casseroles que elle était un petit peu sur la défensive aussi. Kamala Harris, ça passe apparemment pas de casserole à exploiter, mis à part ce qu'elle a fait en tant que procureur ou mis à part ce qu'elle a pas fait ou qu'elle aurait dû faire lorsqu'elle était vice-présidente. Et Vance, lui, en tant que membre du Congrès, a déjà fait beaucoup de choses. Dans sa vie personnelle, c'est une belle histoire de vie, une belle histoire de sortie de les enfers, du rêve américain, comme beaucoup aiment le dire. Et c'est aussi un type qui est capable de parler aux GAFAM, qui est capable de parler à Wall Street, qui est à des niveaux très élevés, qui est capable de parler à des chefs d'État étrangers et ainsi de suite. Donc, on ne sait pas exactement vers quoi ça va pencher, mais il y a deux types d'atouts qui vont évoluer. Et tous ces plans et ces cartes, est-ce que ça va marcher? Le Parti démocrate a une stratégie, je pense, qui est assez intelligente. Pour ça que je corrige un peu ce que tu disais peut-être tout à l'heure. Ils vont critiquer le Trumpisme plus que Trump, déjà pour commencer. Trump, misogyne, etc., ils vont essayer, mais ça va pas marcher dans le public, ça marche plus. Par contre, ils vont inventer Mein Kampf. Ils vont dire Trump, c'est Mein Kampf.
regardez, et elle a commencé déjà, Kamala Harris. Il est en train de préparer un coup d'État, et là, je vous en donne les preuves. Et il faut dire qu'ils ont à disposition un projet très intéressant qui s'appelle le projet 2025, qui a été rédigé par The Heritage Foundation. Hmm. Ce projet n'a pas été téléguidé par Trump, bien qu'il y ait des gens proches de Trump qui y soient dedans. Et l'intitulé du projet, c'est essentiellement comment prendre le pouvoir une fois qu'on a gagné l'élection. Ce que veut dire le document, c'est que quand tu te fais élire aux États-Unis, tu te trouves en face de tels blocages que tu n'as pas le pouvoir. C'était l'expérience Trump dans son premier mandat. Et Exact. donc, ils définissent tous les obstacles possibles qui bloquent effectivement de façon illégale ou anticonstitutionnelle l'exécution du programme sur lequel on a été élu. C'est ni plus ni moins que ça. Donc c'est un document qui, pourrait-on dire, est un drain the swamp document, un de nettoyage du marécage pour enfin avoir les mains libres et faire ce pourquoi on a été élu. Mais évidemment, c'est un document qui est énorme, près de 2000 pages, dans lequel tu peux prendre absolument tout, le sortir de son contexte et faire croire aux gens que Trump veut couper la sécurité sociale à tout le monde, veut couper les salaires minimums, veut appauvrir les pauvres, appauvrir les classes moyennes, alors que c'est tout le contraire. Donc ça, c'est quelque chose de délicat. Et là encore, l'atout Vance peut être bon parce que lui, il peut être un espèce de dédramatiseur au sujet de cette affaire et revendre le projet. Ce qui mène d'ailleurs à penser que Trump, là, il peut être en danger parce que s'il se distance trop vite de ce truc-là, il va être dans les cordes et sur la culpabilité. Si au contraire, il dit, oui, je l'ai dit en 2016 dans mon discours de Gettysburg, à la fin, toute la liste des choses qui ne vont pas dans la société américaine, tout ce qui ne va pas dans l'organisation du gouvernement, toutes ces choses que l'oligarchie a réussi à détourner de son objectif constitutionnel. Je veux redresser tout ça et il avait conclu Drain the Swamp. S'il représente son programme comme un programme Drain the Swamp, nettoyant le marécage, à ce moment-là, il a une chance de repasser devant. Mais s'il dit non, non, c'est pas moi, c'est les autres, etc., il va se faire enfoncer parce que, comme tu le disais, c'est une machine électoraliste qui va pas hésiter une seule seconde à biaiser le vote d'une façon ou d'une autre. Les algorithmes de Google mettront tout le négatif sur Trump et tout le positif sur Kamala. La presse va faire de même et l'argent va couler à flot. Je disais tout à l'heure, le Parti démocrate, c'est le parti des gens très riches avec des gens très pauvres qui servent de troupe de choc à la fois dans la rue, dans les universités et dans les bureaux de vote. Donc à partir de là, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés pour Trump dans cette élection. Il faut pas sous-estimer la puissance du Parti démocrate. Oui, mais il faut voir aussi les minorités suivre cette fois-ci. Parce qu'ils insistent sur Kamala Harris que c'est une black. Elle n'est pas black, elle est indienne d'abord. Mais Oui. je pense que les minorités sont en train d'abandonner le Parti démocrate. Alors, je te dirais d'une certaine façon que la thèse de O'Reilly, un vieux de la vieille de la presse, disait, elle va mordre sur l'électorat féminin. Elle va mordre sur l'électorat indépendant, parce qu'elle va se présenter comme une douce et gentille, alors que c'est une fille ultra extrême gauche. Mais Trump va continuer de croître sur l'électorat afro-américain et sur l'électorat hispanique, sur l'électorat indien, sur l'électorat asiatique en général. Et naturellement, il va avec Vance consolider son électorat dans le Rust Belt, l'Ohio, le Wisconsin, la Pennsylvanie, tous ces États qui sont toujours en bascule et qui sont des États ouvriers et qui avaient voté Trump une première fois, n'ont pas voté la dernière fois, peuvent reboter cette fois-ci, d'une part par Trump, grâce à Vance, et Vance va aussi, comme je le disais, essayer de présenter une image du Trumpisme du futur, et les gens à ce moment-là, s'ils créent ce réflexe, vont se dire, on vote pas seulement pour Trump, mais on vote pour Vance pendant 4 ans. 4 ans plus tard, ça serait Vance. À ce moment-là, si c'est ça, c'est gagnant pour le ticket Trump-Vance. Ben, écoute, on va certainement suivre ces élections qui vont quand même, qui sont intéressantes pour les États-Unis eux-mêmes, mais aussi pour nous en politique étrangère, évidemment. Avec toutes les guerres, Oui, le Parti démocrate étant le parti de la guerre, en fait.
Bah, le Parti démocrate, c'est fondamentalement le parti de la guerre. Enfin, le parti de la guerre a choisi le Parti démocrate, disons. Oui, plus exactement. Et donc, oui, absolument. Et d'ailleurs, Trump et Vance en rajoutent. Ils en remettent sur l'Ukraine, là. C'est-à-dire qu'effectivement, et il n'y a pas que ça. Il y a eu, il y a eu des financiers. C'est des petites divergentes, mais tangentes. Mais il y a un certain, je crois qu'il s'appelle David Sachs, un des grands financiers de Californie, des tech, un copain d'Elon Musk et de Tucker Carlson, qui lui a organisé des campagnes en Californie de financement de Trump, qui ont très bien marché. Et lui, il est venu à la Convention républicaine et il a dit, oui, c'est nous qui avons provoqué la Russie à envahir l'Ukraine. Silence dans la salle, parce qu'ils avaient jamais entendu ça, les républicains. Donc c'est quand même quelque chose. Et ensuite, Vance et Trump, derrière, continuent là-dessus. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi qu'en politique étrangère, ils veulent oublier l'Ukraine, foutre la paix à la Russie, mais ils veulent se préoccuper, parce que ça c'est quand même une chose constante chez Trump, de l'Iran et d'Israël. Donc ça veut dire qu'il va y avoir quand même, quel que soit le gouvernement, du parti de la guerre au pouvoir. Il y aura un parti de la guerre universel ou un parti de la guerre moyen-orientale. Trump relancera certainement les accords d'Abraham, finalement. Alors, c'est une chance possible, ça, oui, les accords d'Abraham, parce que les gens des tech, d'ailleurs, sont intéressés par les accords d'Abraham, parce que les accords d'Abraham peuvent permettre de recréer une Silicon Valley au Moyen-Orient, y compris en incluant des pays arabes, pour Exact. essayer de modifier les fonctionnements psychologiques dans toute la région. Donc, c'est quand même un plan quand même assez intéressant et qui est peut-être aussi un enjeu qui peut permettre de faire gagner des voix à Trump aussi, y compris dans la communauté juive, parce il n'est pas majoritairement élu par la communauté juive, Trump. Il est élu par certains juifs qui sont en général soit ultra-orthodoxes, soit ultra-sionistes, mais les juifs libéraux ne votent pas pour lui. Ben, en tout cas, on va suivre tout ça dans les prochaines semaines. Bon, Archambault et Dawet, c'est fini pour cette semaine. Merci et à la prochaine. À la prochaine.